Ces hommes, regardez-les. Sont-ils vraiment prêts? Au fond d'eux-mêmes, savent-ils ce qui les attend de l'autre côté de la brume? Dans quelques instants, l'aube se lèvera sur la Manche, et avec elle, le rideau s'ouvrira sur la bataille la plus audacieuse de l'histoire. Ils sont 130 000. Bientôt, ils se jetteront dans l'eau glacée. Bientôt, ils affronteront le feu. Face à eux, un empire totalitaire persuadé de son invincibilité. Derrière eux, un monde qui retient son souffle. Ce n'est pas seulement une opération militaire. C'est un tour de force industriel, un pari logistique insensé, un déploiement de violence inouïe. Pour beaucoup de ces jeunes soldats, ce sera la première bataille. Pour un grand nombre, ce sera la dernière. Voici l'histoire de cet été 1944. L'histoire de ceux qui ont traversé l'enfer pour forcer les portes de la liberté. Pour saisir l'ampleur de ce moment, il faut remonter le temps. 4 années plus tôt, mai 1940, l'Europe s'effondre. La folie d'Hitler se répand comme une marée noire. L'armée allemande, mécanique et implacable, fond sur la France. Les leçons de la Grande Guerre sont balayées, l'armée française est disloquée. C'est la débâcle. Acculées, les troupes alliées se replient vers Dunkerque, dans un chaos indescriptible. Là, sur ces plages du Nord, c'est déjà l'enfer. Pendant 9 jours, sous les bombes des Stuka, 1000 bateaux tentent l'impossible. Évacuer 300 000 hommes vers l'Angleterre. Ils partent le cœur lourd, laissant derrière eux un continent asservi. Ceux qui posent le pied à Douvres croient que le cauchemar est fini. Ils se trompent, la guerre ne fait que commencer. L'Angleterre se retrouve seule. Lente à la colère, l'île se transforme en forteresse. Winston Churchill prévient, il faudra se battre partout, sur les mers, dans les airs, sur les collines. Il ne se rendra jamais. De l'autre côté de la Manche, un général français inconnu, Charles de Gaulle, refuse l'armistice demandé par le maréchal Pétain. Le 18 juin, sa voix traverse les ondes. La France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Dès lors, dans l'ombre, une autre armée se lève, celle des civils, des humiliés, des révoltés, des hommes et des femmes qui, par honte ou par chagrin, choisissent la clandestinité. Certains s'enfuient sur des ravitailleurs de phares pour rejoindre Londres. D'autres restent et commencent à coller des tracts, à cacher des armes. La résistance est née. Pendant ce temps, le conflit s'embrase à l'échelle planétaire. Hitler, ivre de conquête, trahit son pacte avec Staline et lance 3 millions d'hommes à l'assaut de l'URSS. Le Japon attaque l'Amérique à Pearl Harbor. Le monde entier est en feu. À l'Est, l'armée rouge saigne à blanc et réclame désespérément à ses alliés l'ouverture d'un second front à l'Ouest pour soulager l'étau. Les Alliés tentent un premier coup de poker en 1942 à Dieppe. 6000 hommes, majoritairement canadiens, tentent de prendre un port de front. Le résultat est un massacre. Les mitrailleuses allemandes fauchent les vagues d'assaut. En quelques heures, 1000 hommes meurent. C'est une leçon sanglante. On ne prend pas la forteresse Europe par un port. Il faudra autre chose. Il faudra l'impossible. Face à la menace, les nazis ont bétonné les côtes. Le mur de l'Atlantique. Ce n'est pas une muraille continue, mais une succession redoutable de bunkers, de canons et d'obstacles. Rommel a fait planter des milliers de pieux dans le sable pour éventrer les barges. Où frapper? Le Pas-de-Calais est la route la plus courte, mais c'est aussi la mieux gardée. C'est alors qu'un détail infime fait basculer l'histoire. Un résistant, peintre en bâtiment travaillant pour l'occupant, parvient à copier les plans des défenses côtières allemandes. Dissimulés derrière un miroir, puis sortis clandestinement, ces documents arrivent à Londres. Ils révèlent une faille. La baie de Seine, en Normandie. Les plages sont moins fortifiées. Le choix est fait. Ce sera là. L'opération reçoit le nom de code Overlord, le suzerain. À sa tête, le général américain, Dwight Eisenhower. Sa feuille de route tient en 3 lignes. Débarquer, pénétrer en Europe, détruire l'ennemi. Mais la réalité est un casse-tête titanesque. Il faut transformer le sud de l'Angleterre en usine de guerre. On y accumule des montagnes de munitions, des milliers de chars, des millions de litres de carburant. Une seule division blindée consomme 100 000 litres d'essence par jour. C'est une guerre industrielle, mais la force ne suffit pas. Il faut la ruse. L'opération Fortitude est lancée.
Une gigantesque partie de bluff pour persuader Hitler que le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Des chars gonflables, des avions en bois, des messages radio factices, et ça marche. L'état-major allemand garde ses meilleures divisions au nord de la Seine, attendant une invasion qui ne viendra jamais là-bas. Début juin 1944. Tout est prêt. Mais un ennemi imprévu se dresse, la météo. Une tempête printanière secoue la Manche. Le départ, prévu pour le 5 juin, est impossible. Dans les cales des navires, les hommes, entassés, malades, attendent. Eisenhower doit trancher. Les météorologues alliés, grâce à des stations au Groenland que les Allemands ne possèdent non pas, repèrent une courte accalmie de 24 heures. C'est la seule chance. Eisenhower prononce l'ordre fatidique « Let's go !» Que Dieu vous garde. Le 5 juin au soir, la BBC lance le signal. Les sanglots longs des violons de l'automne. Dans toute la France occupée, les résistants savent ce que cela signifie. Ils sortent leurs explosifs. Voies ferrées, lignes téléphoniques, routes. Il faut paralyser l'ennemi, l'empêcher de faire remonter ses renforts vers la Normandie. Dans la nuit noire, le ciel se remplit de bruit. C'est la première vague. Des milliers de parachutistes américains et britanniques sautent au-dessus du bocage. Leur mission est suicidaire. Sécuriser les flancs, tenir les ponts, détruire les batteries. La confusion est totale. Beaucoup tombent dans les marais ou loin de leurs objectifs. Mais à Bénouville, les planeurs britanniques réussissent l'impensable. Se poser en silence à quelques mètres d'un pont stratégique. En quelques minutes, le futur Pegasus Bridge est pris. Puis vient l'aube. 5h50. La mer est grise, agitée. L'armada surgit de la brume. 4000 navires. Le déluge de feu commence. Les cuirassés tonnent. Les bombardiers labournent la côte. Mais sur Omaha Beach, le plan s'effondre. Les bombardements ont manqué les bunkers. Les chars amphibies ont coulé. Les courants ont déporté les barges. Quand les rampes s'abaissent, les Américains se retrouvent face à des troupes allemandes intactes et lourdement armées. C'est un carnage. Les hommes tombent par grappes avant même de toucher le sable. Ceux qui survivent se terrent derrière les obstacles, dans une eau rougie par le sang. En 10 minutes, des compagnies entières cessent d'exister. Les officiers sont morts. Il n'y a plus de plan, plus de radio, seulement la peur et la mort. 19 garçons d'une même petite ville américaine, Bedford, perdent pour la vie en quelques instants. Il faudra des heures, et l'héroïsme désespéré de quelques officiers criant à leurs hommes de ne pas mourir sur le sable, pour que la plage soit enfin prise. Omaha, la sanglante porte bien son nom. Ailleurs, le sort est plus clément. À Utah, une erreur de navigation sauve des milliers de vies. Les troupes débarquent sur une zone peu défendue. Sur Gold, Juneau et Sword, Britanniques et Canadiens avancent malgré les mines qui éventrent les péniches. Parmi eux, 177 Français, les commandos Kiefer. Ils sont les seuls Français en uniforme à débarquer ce jour-là. Ils reprennent leur pays mètre par mètre, priant pour survivre à cette journée interminable. Au soir du 6 juin, le pari est gagné. 130 000 hommes ont pris pied sur le continent, mais 3 000 civils normands ont péri sous les bombes de la Libération. Autant que de soldats alliés. C'est le prix du premier jour. Les Alliés pensaient avancer vite. Ils imaginaient prendre camp le soir même. Ils se trompaient lourdement. La Normandie va devenir un piège. Le bocage, ce paysage de petits champs cernés de haies hautes et épaisses, est une forteresse naturelle. Les chars américains ne peuvent pas traverser les haies sans exposer leur ventre vulnérable. Derrière chaque talus, un soldat allemand avec un Panzerfaust peut détruire un char. C'est la bataille des haies, une guerre d'usure, lente, terrifiante. On se bat pour un verger, pour un carrefour. On meurt pour gagner 100 mètres. Face à qui a survécu terré dans les caves et les carrières, se nourrissant de soupe aux poumons. Pendant que l'infanterie piétine, sur les plages, un miracle se produit. Puisque les Alliés n'ont pas réussi à prendre un grand port, ils ont amené le leur. Des morceaux de béton gigantesques, remorqués depuis l'Angleterre, sont assemblés pour former des ports artificiels, les Mulberry. C'est une prouesse technique inouïe, mais même le génie humain ne peut rien contre les éléments. Le 19 juin, une tempête d'une violence rare détruit le port américain. Il ne sera jamais réparé. Heureusement,
le port britannique tient bon. Le ravitaillement continue d'affluer. On déroule même des oléoducs sous la mer, le système plutôt, pour pomper le carburant directement depuis l'Angleterre. L'essence, c'est le sang de la guerre. Fin juin, Cherbourg finit par tomber. Les Allemands ont tout saboté, miné la gare maritime, coulé les navires. Mais le génie américain remet le port en état en un temps record. La machine logistique est sauvée. Fin juillet, la situation doit se débloquer. Les Américains lancent l'opération Cobra. La méthode est brutale. Le carpet bombing. Un tapis de bombes sature un étroit couloir du front, pulvérisant les défenses allemandes enterrées là. C'est l'apocalypse. Des milliers de soldats allemands sont tués ou rendus fous par les déflagrations. La brèche est ouverte. Les blindés du général Patton s'y engouffrent. La guerre de position redevient une guerre de mouvement, fulgurante. Les Américains déferlent vers la Bretagne. Rennes est libérée le 4 août, Nantes le 12. La résistance locale joue un rôle clé, harcelant l'ennemi, guidant les colonnes blindées. Mais Hitler, aveuglé par son fanatisme, refuse le repli. Il ordonne une contre-attaque suicidaire à Mortain. C'est l'erreur fatale. Les Alliés, qui ont décrypté les codes secrets allemands, les attendent. L'armée allemande se retrouve prise au piège dans la poche de Falaise-Chambois. Ce qui s'y joue fin août est une boucherie. Encerclés, pilonnés par l'aviation et l'artillerie, 100 000 Allemands tentent de s'enfuir par un étroit goulot que les Alliés referment impitoyablement. On l'appelle le couloir de la mort. C'est un charnier à ciel ouvert. Chevaux, véhicules, hommes, tout était broyé. L'odeur de la mort était telle que les pilotes des avions d'observation la sentent depuis leur cockpit. La puissance de la Wehrmacht à l'ouest vient d'être anéantie. La route de Paris est ouverte. Mais qui va la libérer? Les Américains hésitent. Ils veulent contourner la capitale pour foncer vers l'Allemagne. De Gaulle, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il faut que ce soit la France qui libère Paris pour asseoir la légitimité de la République. Le général Leclerc et sa 2e division blindée forcent le destin. Ils foncent sur la capitale insurgée. Le 25 août 1944, les chars français entrent dans Paris. Les cloches de Notre-Dame sonnent à toute volée. Sur les Champs-Élysées, c'est le sacre du général de Gaulle. Paris outragé, brisé, martyrisé, mais Paris libéré. Pourtant, la guerre n'est pas finie. Il faudra encore de longs mois, un autre débarquement en Provence, un hiver terrible dans les Ardennes et la traversée du Rhin pour mettre à genoux l'Allemagne nazie. À l'ouest, des poches de résistance comme Lorient ou Saint-Nazaire tiendront jusqu'au dernier jour du conflit. En mai 1945, laissant des villes en ruine jusqu'à la fin. Le bilan de cette bataille de Normandie est vertigineux. Elle a duré 78 jours, bien plus longtemps que prévu. Elle a coûté la vie ou blessé près d'un demi-million d'hommes, toutes nations confondues. La Normandie est exsangue. 300 000 bâtiments sont détruits. Les mines continueront de tuer des années après le départ des armées. Aujourd'hui, le vent a dispersé la fumée. Les marées ont effacé les traces des chenilles sur le sable d'Omaha et d'Utah. Les ports artificiels ne sont plus que des fantômes de béton au large d'Arromanches. Mais la terre de l'Ouest se souvient. Elle garde en son sein la mémoire de ces gamins venus du Texas, de Londres, de Toronto ou de Kiev, tombés dans un champ de bocage ou sur une plage inconnue. Ils ont payé le prix du sang pour que l'Europe puisse enfin voir se lever